Pendant le partage de l'héritage de ma femme, mon gendre m'a humilié. Tu n'es qu'un plombier idiot. Laisse l'héritage à quelqu'un qui a fait des études. Ce qu'il ignorait, c'est que ma femme avait laissé une surprise dans son testament. Je suis heureux de t'avoir ici. Suis mon histoire jusqu'au bout et écris en commentaire la ville depuis laquelle tu m'écoutes, pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Donc, je suis plombier depuis 43 ans. J'ai réparé des milliers de tuyaux, débouché d'innombrables canalisations, et je n'ai jamais eu honte du travail honnête. Jusqu'à ce mardi matin dans le cabinet de Maître Morin, où mon gendre Pierre m'a fait me sentir comme la créature la plus misérable de la terre. Marguerite était partie depuis 2 semaines. 2 semaines que le cancer avait enfin emporté la femme qui avait été tout pour moi pendant 40 ans. Je portais encore le costume noir de ses obsèques. Je sentais encore son parfum de lavande sur mon col. J'entendais encore son rire résonner dans les pièces vides. Le chagrin m'étouffait, mais je me disais qu'au moins ses dernières volontés apporteraient un peu d'apaisement. Je me trompais. Le cabinet d'avocat était froid et stérile. Rien à voir avec le foyer chaleureux que Marguerite et moi avions bâti ensemble. Maître Morin, un homme maigre aux lunettes cerclées de métal, feuilletait des papiers pendant que nous attendions tous dans un silence inconfortable. Ma fille Sarah était assise à côté de Pierre, le visage fermé et lointain. Elle m'avait à peine adressé la parole depuis l'enterrement, trop accablée par son propre chagrin pour remarquer le mien. Commençons par la lecture des dernières volontés et du testament de Marguerite Brunel, a annoncé Maître Morin en s'éclaircissant la gorge. Je me suis redressé sur ma chaise, mes mains calleuses croisées sur mes genoux. Marguerite avait toujours géré nos finances. C'était elle, l'intelligente, l'organisée. Moi, je rapportais ma paix et je lui faisais confiance pour la faire durer. Tout ce qu'elle avait décidé me convenait. Maître Morin a commencé à lire de cette voix monocorde d'avocat. À ma fille bien-aimée, Sarah, je laisse le service en porcelaine de ma grand-mère et ma collection de bijoux. Sarah a hoché la tête en silence, des larmes commençant à se former. À mon gendre Pierre, je laisse la maison de campagne en Normandie et tout ce qu'elle contient. Pierre s'est légèrement penché en avant, un sourire satisfait se dessinant sur son visage. Puis est venue la partie qui a tout changé. Le reste de ma succession, y compris la maison familiale et tous les autres biens, je le laisse à ma fille, Sarah Brunel, épouse Hoffman. J'ai senti mon estomac se nouer, non à cause de l'argent, mais parce qu'il n'y avait aucune mention de moi. Après 40 ans de mariage, Marguerite ne m'avait rien laissé. Pas même un objet personnel, une photographie, un seul souvenir de notre vie commune. La réaction de Pierre fut immédiate et brutale. « Eh bien, voilà qui règle la question », a-t-il dit en se calant dans son fauteuil avec un rictus. Femme intelligente, Marguerite. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Maître Morin a paru gêné. « Monsieur Brunel, votre femme a tout de même inclus un petit mot pour vous. » Il m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit de l'écriture soignée de Marguerite. Avant même que je puisse l'ouvrir, Pierre s'est levé et m'a pointé du doigt. « Tu sais quoi, Stéphane? C'est exactement comme ça que ça doit être. Tu n'es qu'un plombier, un ouvrier qui n'a même pas eu son bac. Qu'est-ce que tu ferais d'un héritage, de toute façon? Marguerite a été assez intelligente pour tout laisser à quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui sait gérer l'argent correctement. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai regardé Sarah, espérant qu'elle me défendrait, mais elle fixait ses mains. Pierre a poursuivi son assaut. 40 ans de mariage, d'accord, mais soyons honnêtes. Marguerite était le cerveau de l'affaire. Elle tenait la maison, payait les factures, prenait toutes les vraies décisions. Toi, tu te contentais de ramener une paix en attendant qu'elle fasse marcher le tout. Et elle l'a fait, brillamment. Mes mains se sont mises à trembler, non de colère, mais de quelque chose de plus profond. La honte. Une honte profonde et écrasante à l'idée qu'il avait peut-être raison. Que j'avais peut-être été un poids mort dans la vie de Marguerite. « Pierre, ça suffit », a fini par murmurer Sarah, mais sa voix manquait de conviction. « Non, Sarah, il faut bien que quelqu'un le dise », a insisté Pierre, s'adressant maintenant à Maître Morin, comme si je n'étais même pas dans la pièce. « Stéphane est un brave type, ne vous méprenez pas. Fiable, travailleur, toute cette noblesse ouvrière. Mais Marguerite avait fait des études. Elle avait de la classe, de la sophistication. Elle comprenait les placements, l'épargne, la valeur de l'immobilier. Évidemment qu'elle laisserait les choses importantes à quelqu'un capable de les gérer de façon responsable. Je voulais me lever pour me défendre, dire quelque chose. Mais quoi? C'était vrai que Marguerite gérait nos finances. C'était vrai que j'avais quitté l'école tôt pour travailler et aider ma mère malade. C'était vrai qu'à côté de l'intelligence et de la grâce de Marguerite,
J'avais toujours eu l'impression de jouer au-dessus de mon niveau. Maître Morin s'est de nouveau éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise face au discours de Pierre. Peut-être devrions-nous laisser Monsieur Brunel lire son mot en privé. Oh, je suis sûr que c'est charmant, a dit Pierre d'un ton dédaigneux. Sans doute le remercie-t-elle d'avoir été un bon mari, ou quelque chose de mignon comme ça. Mais les vraies affaires, la véritable organisation du patrimoine, ça a été géré par quelqu'un qui comprend comment marche le monde. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe dans mes mains tremblantes. L'écriture de Marguerite paraissait si familière, si réconfortante. Mais les mots de Pierre continuaient de résonner dans ma tête. Je n'ai qu'un plombier. Juste un plombier. La réunion s'est terminée vite après ça. Des papiers ont été signés, des mains serrées, et soudain je me suis retrouvé dehors devant le cabinet, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie. Que signé, de Massière Bocchini Aviction à tueur satrope. Usant, au foncé signé, de ma chômée Aviction. Pas seulement parce que Marguerite était partie, mais parce que son dernier geste semblait confirmer ce que Pierre avait dit. Je n'étais pas digne de son héritage. Sarah m'a effleuré le bras quand nous avons atteint le parking. Papa, je suis désolé pour Pierre. Il devient intense dès qu'il s'agit d'argent. J'ai hoché la tête, n'osant pas faire confiance à ma voix. Elle m'a brièvement serré dans ses bras, mais cela semblait obligé, comme si elle accomplissait un geste machinal. « Je t'appelle bientôt, d'accord » a-t-elle dit, marchant déjà vers l'habit émoui de Pierre. Je les ai regardés partir, les mots de Pierre résonnant encore dans mes oreilles. Puis je suis monté dans ma vieille camionnette, celle avec des taches de peinture sur les sièges et les outils qui s'entrechoquaient à l'arrière, et j'ai conduit jusqu'à la maison vide qui n'était plus la mienne. Cette enveloppe est restée fermée sur ma table de cuisine pendant 3 heures, pendant que je la fixais, redoutant ce que les derniers mots de Marguerite pouvaient dire, craignant qu'ils ne confirment tout ce que Pierre m'avait jeté au visage. Quand je l'ai enfin ouverte, mes mains tremblaient encore. Le mot de Marguerite était court et simple. Mon très cher Stéphane, tu as toujours été mon plus grand trésor. Aie confiance, j'ai tout arrangé. Tout mon amour pour toujours, Marguerite. Je l'ai relue 20 fois, cherchant sans se cacher, une explication de la raison pour laquelle elle m'avait écarté de son testament. Mais il n'y avait rien d'autre que sa chaleur familière et cette phrase énigmatique sur le fait d'avoir tout arrangé. Qu'est-ce que cela signifiait? La maison m'a paru impossiblement vide cette nuit-là. Chaque recoin gardait un souvenir de Marguerite. La table de cuisine où elle s'asseyait avec son café du matin et ses mots croisés. Le salon où elle se pelotonnait avec ses romans sentimentaux pendant que je regardais le foot. La chambre où elle s'était endormie dans mes bras pendant 4 décennies. Je n'arrivais pas à dormir dans notre lit. À la place, j'ai passé la nuit dans mon vieux fauteuil inclinable à feuilleter des albums photos sortis du placard, photo après photo de notre vie ensemble. Le jour de notre mariage, en 1983. Marguerite rayonnante dans sa simple robe blanche. Moi, nerveux dans mon costume emprunté. La naissance de Sarah, sa remise de diplôme, son mariage. Les vacances au bord du lac, les barbecues dans le jardin, les calmes matins du dimanche. Sur chaque photo, Marguerite me souriait à mes côtés. Elle n'avait jamais l'air d'une femme gênée par son mari ou qui se contentait de moins que ce qu'elle méritait. Mais peut-être que Pierre avait raison. Peut-être était-elle simplement trop bonne pour montrer sa déception. Je me suis surpris à étudier les photos différemment, à chercher des signes que j'aurais manqués. Avait-elle l'air frustrée quand je ne pouvais pas aider Sarah avec ses devoirs de maths? Y avait-il de la déception dans ses yeux quand les autres maris parlaient de leur voyage d'affaires ou de leur promotion, pendant que moi je parlais d'avoir réparé la chaudière de Madame Bernard? Le doute me dévorait vivant. Au matin j'étais épuisé et à vif. Le café avait un goût amer sans Marguerite, pour le préparer juste comme il fallait. Tout, dans la maison, me rappelait que j'étais seul, et d'après son testament, j'étais censé faire mes cartons et partir bientôt. C'est là que j'ai décidé de fouiller les affaires personnelles de Marguerite. Peut-être trouverais-je des réponses, une explication à la raison pour laquelle elle m'avait écarté. Ou peut-être avais-je simplement besoin de me sentir proche d'elle de nouveau. J'ai commencé par sa boîte à bijoux, passant les doigts sur les modestes pièces que je lui avais offertes au fil des ans. Rien de cher ni de chic, juste des gages de l'amour d'un ouvrier.
sa bague de fiançailles, un diamant modeste que j'avais mis 6 mois à économiser, le collier de perles de notre 10e anniversaire, la montre que je lui avais offerte quand Sarah avait obtenu son diplôme. Elle avait gardé chaque pièce, même les boucles d'oreilles fantaisie achetées au supermarché dans nos premières années, quand l'argent était terriblement serré. Si mes cadeaux modestes la gênaient, elle ne l'avait jamais montré. Puis je suis passé à son bureau, ce petit coin écriture près de la fenêtre de la chambre où elle payait les factures et écrivait des lettres. Les tiroirs étaient parfaitement rangés, comme tout le reste dans la vie de Marguerite. Relevés bancaires, factures, recettes découpées dans des magazines, cartes d'anniversaire de Sarah. Mais dans le tiroir du bas, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une petite boîte en bois que je n'avais jamais vue, glissée tout au fond derrière sa papeterie. À l'intérieur, des lettres, des dizaines, toutes de l'écriture de Marguerite. Pas de lettres qu'elle avait reçues, mais des lettres qu'elle avait écrites. La première était datée d'il y a 3 ans, adressée à personne en particulier. J'ai pensé à Stéphane aujourd'hui, en le regardant réparer la clôture du voisin sans qu'on le lui ait demandé. Il ne se rend même pas compte à quel point il est remarquable. 40 ans que je suis marié à cet homme, et il me surprend encore par sa bonté. Pierre croit que les études rendent intelligent. Mais Stéphane a quelque chose de mieux. Il a une sagesse acquise par la bonté. Mes mains tremblaient en poursuivant ma lecture. Sarah est encore frustrée par son père. Elle le trouve trop simple, pas assez ambitieux. Elle ne comprend pas que l'ambition, ce n'est pas toujours grimper les échelons ou gagner plus d'argent. L'ambition de Stéphane a toujours été de prendre soin des gens qu'il aime. Chaque petit matin, chaque appel tard le soir pour réparer une fuite en urgence, chaque euro qu'il ramène à la maison, tout cela visait à s'assurer que Sarah et moi étions en sécurité et au chaud. Il y avait d'autres lettres, page après page, des pensées intimes de Marguerite sur notre mariage, sur moi. Elle écrivait sur la fois où j'avais travaillé 3 jours d'affilée sans dormir pour réparer le chauffage quand Sarah était malade d'une pneumonie. Sur le fait que je payais en secret les courses livrées à nos voisins âgés après la mort de leur mari. Sur la manière dont je l'avais tenue pendant ces séances de chimiothérapie, sans jamais me plaindre du fardeau. Les gens voient Stéphane et pensent, juste un plombier, écrivait-elle dans un passage. Mais moi, je vois un homme qui a passé toute sa vie à réparer des choses, à faire en sorte que ça fonctionne, à résoudre des problèmes avec ses mains et son cœur. Il a réparé notre toit qui fouillait et notre lave-vaisselle cassée. Mais surtout, il a réparé ma solitude et mes peurs. Il nous a construit une vie, morceau par morceau, avec rien d'autre que de l'amour et de la détermination. Je pleurais à présent, de gros sanglots laids qui secouaient tout mon corps. Ce n'étaient pas les mots d'une femme déçue par son mari. C'étaient des lettres d'amour à notre mariage. Des célébrations privées d'une vie que j'avais crue ordinaire. Une autre lettre, datée d'il y a seulement 6 mois. Stéphane m'a apporté. Des fleurs aujourd'hui, juste parce que c'est mardi. Des marguerites de supermarché qui ont dû coûter 3 €, et il en était si fier. Pierre dirait que c'est beau marché, sans raffinement. Il ne comprend pas que ces marguerites représentent 40 ans de fleurs du mardi, de crêpes du samedi matin et de baisers du soir. Stéphane n'a jamais fait de grands gestes, parce qu'il en faisait des petits parfaits chaque jour. La dernière lettre était datée de 2 semaines avant sa mort. J'ai peur de laisser Stéphane seul. Pas parce qu'il ne saurait pas prendre soin de lui, mais parce qu'il ne sait pas à quel point il est précieux. Le monde dit aux hommes comme mon mari qu'ils ne comptent pas, qu'ils ne sont pas importants parce qu'ils travaillent de leurs mains au lieu de pousser des papiers. Mais Stéphane compte. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et j'espère qu'un jour il se verra comme moi je le vois. Je restais assis là, entouré de 40 ans de souvenirs et des lettres d'amour secrètes de Marguerite à notre vie commune, comprenant enfin quelque chose d'important. Marguerite n'avait pas été déçue par moi. Elle m'avait protégé, célébré, chéri d'une manière que je n'avais jamais soupçonnée. Si, mais cela n'expliquait toujours pas le testament. Si elle ressentait cela pour moi, pourquoi ne rien me laisser? Pourquoi tout donner à Sarah et Pierre? Et Pierre? J'allais refermer la boîte quand j'ai remarqué autre chose au fond. Une petite clé en laiton avec un numéro gravé dessus. 27 ans, attaché à elle, un mot de l'écriture de Marguerite. Coffre-fort à la banque, pour Stéphane. Quand le moment sera venu, mon cœur s'est mis à battre fort. Marguerite avait un coffre-fort à la banque dont je n'avais jamais eu connaissance. Soudain, son mot prenait un sens. Aie confiance, j'ai tout arrangé. Peut-être l'avait-elle fait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La clé en laiton reposait sur ma table de chevet, captant le clair de lune comme une sorte de balise. Les lettres d'amour de Marguerite étaient étalées sur le lit où elle dormait, et je les relisais sans cesse, essayant de reconstituer ce qu'elle avait pu prévoir.
À 6 heures du matin, j'étais habillé et j'attendais dans ma camionnette devant le Crédit Régional. Le matin était vif, avec cette fraîcheur d'octobre qui me rappelait que l'hiver approchait. J'avais toujours détesté cette période de l'année depuis que Marguerite était tombée malade. Trop de souvenirs de visites chez le médecin et de mauvaises nouvelles annoncées dans des pièces aseptisées. Quand la banque a enfin ouvert à 9 heures, j'ai été le premier à franchir les portes. Mes mains étaient moites en m'approchant du guichet d'accueil, la petite clé me brûlant la poche. « J'ai besoin d'accéder à un coffre-fort », ai-je dit à la jeune femme derrière le comptoir. Le coffre 207. Elle m'a demandé une pièce d'identité et m'a fait signer plusieurs formulaires. Ma signature paraissait tremblante, rien à voir avec le paraphe assuré dont j'avais signé des bons de travail pendant 40 ans. Tout semblait différent maintenant, incertain. Le coffre 207 est enregistré au nom de Marguerite Brunel, a dit la femme en vérifiant son ordinateur. Êtes-vous un titulaire autorisé? Mon cœur s'est serré. C'était ma femme. Elle est décédée il y a 2 semaines. L'expression de la femme s'est adoucie. Toutes mes condoléances. I.R. Je vais chercher mon responsable. 20 minutes plus tard, après avoir montré l'acte de décès de Marguerite et notre livret de famille, on m'a enfin conduit dans la salle des coffres. Le responsable, un homme d'âge mûr nommé M. Chen, a inséré sa clé à côté de la mienne. Madame Brunel était une femme charmante, a-t-il dit, tandis que nous marchions vers le coffre 24/7. Elle venait régulièrement, toujours très méthodique dans ses affaires. Régulièrement? Ai-je demandé. Marguerite n'avait jamais mentionné venir à la banque pour autre chose que des dépôts de routine. Oh oui, au moins 1 fois par mois depuis 15 ans environ. Toujours très organisée. Elle savait toujours exactement ce dont elle avait besoin. Le coffre était plus grand que je ne l'imaginais, à peu près de la taille d'une mallette. M. Chen m'a laissé seul dans la petite salle de consultation et mes mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, des dizaines de dossiers, chacun étiqueté de l'écriture nette de Marguerite. Certificats d'action, relevés de compte-titres, reçus d'obligations, documents immobiliers. J'ai sorti le premier dossier et j'ai failli le laisser tomber. Actions EDF, achetées en 1985, valeur actuelle 47 000 €. J'ai attrapé un autre dossier. Actions Microsoft, achetées en 1986, valeur actuelle 1 000 €. Dossier après dossier, chacun documentant des placements dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Il y avait des actions de services publics, des grandes entreprises solides, des obligations d'État, même quelques valeurs technologiques de sociétés dont j'avais à peine entendu parler. Chaque achat était modeste, en général entre 200 et 500 €, mais les dates remontaient à des décennies. Au fond du coffre se trouvait une épaisse enveloppe Kraft étiquetée pour Stéphane. À l'intérieur, une lettre de l'écriture de Marguerite, accompagnée de ce qui ressemblait à des récapitulatifs de comptes de 3 cabinets de gestion différents. Mon très cher Stéphane, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé mon petit secret. J'espère que tu ne m'en veux pas de te l'avoir caché toutes ces années. Je ne lui en voulais pas. Je te sidérais. Tu te souviens comment tu me donnais toute ta paix chaque vendredi? Tu me l'attendais avec ce sourire fier, me faisant entièrement confiance pour tout gérer. Tu n'as jamais posé de questions, jamais exigé de compte, jamais douté que j'y arriverais d'une manière ou d'une autre. Cette confiance représentait tout pour moi. Ma gorge se serrait. Je me souvenais de ces vendredis soirs, rentrant sale et fatigué, lui tendant ma paie avec la satisfaction d'un homme qui avait pourvu aux besoins des siens. Ce que tu ne savais pas, c'est que je prélevais un petit peu sur chaque paie et que je l'investissais. Pour rien que tu. N'aurais remarqué juste 20 ou 30 € par-ci par-là. Au début, c'était seulement pour les imprévus, mais ensuite j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, au placement à long terme. Je suis devenu doué, Stéphane. Stéphane, vraiment doué. J'ai regardé le récapitulatif de compte qu'elle avait joint. Les chiffres étaient stupéfiants. Marguerite avait pris mon modeste salaire de plombier et l'avait transformé en quelque chose d'extraordinaire. Je ne te l'ai jamais dit, parce que je voulais que ce soit une surprise. Notre fonds de retraite, notre gilet de sécurité, notre billet pour tous ces voyages dont nous parlions. J'allais te l'annoncer pour nos 45 ans de mariage, en faire toute une cérémonie, te montrer comment ces petits sacrifices que tu faisais, ces heures supplémentaires que tu travaillais, avaient grandi pour devenir quelque chose de magnifique. Ah, je pleurais de nouveau, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. C'était de l'émerveillement, de la gratitude et une sorte d'admiration pour la femme avec qui j'avais été marié pendant 40 ans. Mais ensuite je suis tombé malade, et les priorités ont changé. J'ai compris que cet argent n'était pas vraiment à moi pour le donner dans un testament classique. Il vient de ton travail, de ta confiance,
de tes paies du vendredi. Il t'appartient, Stéphane. Tout, jusqu'au dernier centime. La lettre expliquait que le testament officiel avait été délibérément simple, ne laissant que la maison et les biens de base à Sarah. L'essentiel, les placements, la richesse accumulée au fil de décennies de planification minutieuse, tout cela était détenu dans des contrats d'assurance vie et des comptes dont j'étais le bénéficiaire désigné et qui me reviendraient automatiquement en dehors de la succession. Je ne voulais pas que les mains avides de Pierre s'approchent de cet argent, continuait Marguerite. Je l'ai vu te regarder comme si tu valais moins que lui, et ça me met en fureur. Il n'a aucune idée de ce qu'est la vraie richesse. Ce ne sont pas les diplômes ni les beaux postes, Stéphane. C'est le caractère, la loyauté et le genre d'amour constant que tu m'as donné chaque jour pendant 40 ans. J'ai posé la lettre et repris les récapitulatifs de comptes, essayant de donner un sens aux chiffres. Il y avait 3 comptes de placement différents, chacun affichant un solde qui me donnait le tournis. Compte 1, 360 000 euros. Compte 2, 150 000 euros. Compte 3, 953 000 euros. J'ai dû relire les chiffres 3 fois avant qu'ils ne s'inscrivent dans mon esprit. Marguerite avait transformé 40 ans de mes modestes paies en plus de 3 millions d'euros. 3 millions qu'elle avait réussi à accumuler sans que je m'en doute jamais, sans jamais toucher à nos dépenses quotidiennes, ni compromettre notre qualité de vie. Je fixais encore les papiers quand mon téléphone a sonné. Le nom de Pierre est apparu à l'écran, et quelque chose m'a poussé à répondre. « Stéphane, où es-tu » Sa voix était sèche, exigeante. « Sarah a dit que tu étais censé commencer à vider la maison aujourd'hui. »« Je suis à la banque, » ai-je dit calmement. « À la banque ? Pourquoi ? S'il te plaît, dis-moi que tu n'essaies pas de contester le testament de Marguerite ou de faire quelque chose de désespéré du genre. » J'ai failli rire. « Non, Pierre, je ne conteste rien. » Bien, bien, parce que ce serait gênant pour tout le monde. Écoute, Sarah se sent mal pour hier, alors on veut t'aider à trouver un petit appartement quelque part. Rien de luxueux, mais propre et abordable. On pensait à une de ces résidences seniors où tu n'aurais pas à te soucier de l'entretien. La condescendance dans sa voix était sidérante. J'étais là, assis dans une salle des coffres, entouré de preuves d'une fortune qu'il ne pouvait pas imaginer, et il me parlait comme un cas social. C'est très attentionné de ta part, Pierre. C'est la bonne chose à faire. Marguerite voudrait qu'on prenne soin de toi. Et écoute, je sais que hier a été dur, mais tu dois comprendre que les décisions financières prises sous le coup de l'émotion ne mènent jamais à rien de bon. Marguerite a été avisée de laisser les vrais biens à des gens qui comprennent la finance. J'ai baissé les yeux sur les relevés de placement dans mes mains. Marguerite avait compris la finance mieux que Pierre ne le ferait jamais. Stéphane, tu es toujours là. Je suis là. Donc on commence à chercher des appartements pour toi ce week-end. Pas d'inquiétude. On s'occupe de tous les détails. En fait, Pierre, ai-je dit en me levant et en rassemblant les dossiers de Marguerite, je crois que je peux gérer mes propres arrangements. L'assurance de ma propre voix m'a surpris. J'ai passé le reste de cette journée à la table de la cuisine, entouré des dossiers de placement de Marguerite, tel un comptable préparant l'audit le plus important du monde. Chaque document racontait une histoire que je n'avais jamais connue sur ma femme, révélant un génie de la finance qui s'était caché au grand jour pendant 40 ans. Les premiers placements remontaient à 1984, juste un an après notre mariage. Marguerite avait pris 200 € sur ma paie et acheté des parts d'une petite entreprise nommée Veolia. Je me souvenais clairement de cette année-là. Nous vivions dans notre premier appartement, joignant à peine les deux bouts, et Marguerite trouvait pourtant de l'argent à investir. Elle avait été stratège, se concentrant sur des entreprises de services de base, énergie, traitement des déchets, télécommunications. Les gens auront toujours besoin de lumière et de téléphone, avait-elle écrit en marge. Elle avait raison. Ses actions ennuyeuses et pratiques avaient grandi régulièrement pendant des décennies. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui m'émerveillait. C'était la tenue méticuleuse des comptes, les notes de recherche, la planification minutieuse. Marguerite avait fait de l'investissement une science, suivant chaque achat, surveillant les tendances du marché, réinvestissant les dividendes avec une précision mathématique. En 1987, elle s'était écrit une note. Stéphane a fait des heures supplémentaires 3 semaines d'affilée pour payer les vêtements d'école de Sarah. J'ai ajouté 400 € au fonds d'urgence et acheté d'autres actions de service public. Il travaille si dur pour nous. Le commentaire m'a frappé fort. Je me souvenais de ces 3 semaines, rentrant épuisé mais fier de pouvoir offrir la rentrée de Sarah sans utiliser de crédit.
Je n'avais jamais su que Marguerite avait transformé cet effort supplémentaire en sécurité à long terme pour notre famille. En creusant davantage dans les dossiers, des schémas se dessinaient. Marguerite avait été incroyablement disciplinée, investissant régulièrement quelles que soient les conditions du marché. Pendant le krach de 1987, au lieu de paniquer, elle avait acheté davantage d'actions à prix réduit. Pendant la bulle Internet, elle avait évité les placements spéculatifs, s'en tenant à des entreprises solides. Lentement mais sûrement, avait-elle écrit en 1980, Stéphane bâtit des fondations qui durent. Nos placements doivent faire de même. Il y avait aussi des notes sur les dépenses qu'elle avait évitées pour maximiser notre capacité d'investissement. Pas aller chez le coiffeur aujourd'hui. Fait moi-même. 30 € de plus pour le fonds. Utiliser des bons de réduction au supermarché. Économiser 50 centimes. Chaque petit geste compte. Je n'avais jamais remarqué ces petites économies. Marguerite avait donné à notre vie un sentiment d'abondance tout en pressant secrètement chaque centime pour bâtir notre avenir. Le téléphone a sonné vers 16 heures, interrompant mon examen des documents. Le nom de Sarah est apparu à l'écran. Salut, papa. Tu tiens le coup? Ça va, ma chérie. Je trie juste quelques affaires de ta mère. Ça doit être dur. Écoute, je voulais m'excuser pour hier. Pierre peut être intense quand il s'agit d'argent. Il ne voulait pas te blesser. J'ai failli lui parler des placements à cet instant même, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la façon dont elle avait dit « te blesser », comme si j'étais un enfant trop sensible qui avait mal compris une conversation d'adulte. Ce n'est rien, Sarah. Je comprends. Tant mieux, parce qu'on veut t'aider à traverser cette transition. Pierre a trouvé de très belles résidences seniors, avec des loyers raisonnables. Des endroits où tu pourrais te faire des amis de ton âge. Des gens de mon âge? Comme si on me mettait au rebut. C'est gentil, mais je ne suis pas sûr d'être prêt à déménager. Papa, tu ne peux pas rester seul dans cette grande maison. Ce n'est pas pratique. Rien que les mensualités du crédit. La maison est entièrement payée, Sarah. Je sais, mais il y a quand même la taxe foncière, les charges, l'entretien. Avec ta retraite, ça n'a tout simplement pas de sens. Je voulais lui dire que ma retraite n'était plus que de l'argent de poche désormais, que Marguerite avait fait en sorte que je n'ai plus jamais à m'inquiéter pour l'argent. Mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. Elle ressemblait exactement à Pierre, parlant de ce qui avait du sens pour mes moyens limités. J'y réfléchirai, ai-je dit. Acte, après avoir raccroché, j'ai continué à lire les dossiers de Marguerite. Il y avait une section intitulée « Projet d'avenir » qui m'a serré la poitrine de chagrin et d'émerveillement. Elle avait détaillé notre retraite avec des budgets de voyage et des projections de frais de santé. Stéphane a toujours voulu voir l'Irlande, avait-elle écrit. Billet en classe affaires, 6 000 €. Circuit de 2 semaines, 8 000 €. Achat et extra, 3 000 €. Total, 17 000 €. Largement réalisable d'ici 2025. Elle avait planifié des voyages surprises vers des endroits dont je n'avais fait que rêver. L'Italie, le village où était né mon grand-père. L'Alaska, pour la pêche au saumon, dont j'avais toujours parlé. Même une croisière de luxe dans les Caraïbes, quelque chose que j'avais évoqué une fois après avoir vu une publicité à la télévision. Il mérite d'être choyé, avait noté Marguerite. 40 ans à régler les problèmes des autres. Il est temps que quelqu'un prenne soin de lui. Les larmes sont revenues, mais elles étaient différentes maintenant. Pas seulement le chagrin de ce que j'avais perdu, mais la gratitude pour ce que Marguerite m'avait donné. Elle avait passé des décennies à imaginer des façons d'honorer mon travail, de me récompenser pour des sacrifices que je ne savais même pas faire. Je lisais un passage sur un gîte de pêche au Canada qu'elle avait étudié quand j'ai entendu une portière claquer dehors. Iesteteo, que démontra par la fenêtre, j'ai vu Pierre remonter l'allée, le visage figé dans cette expression déterminée que j'avais appris à redouter. J'ai rapidement rassemblé les papiers de placement et les ai enfermés dans le tiroir du bureau de Marguerite. Un instinct me disait de garder cette découverte privée jusqu'à ce que j'en comprenne pleinement le sens. Pierre a frappé une fois et est entré sans attendre de réponse, comme s'il était déjà chez lui. Stéphane, il faut qu'on parle. Il s'est installé à la table de la cuisine sans y être invité, balayant la pièce de ce regard évaluateur qu'il prenait pour estimer les biens. Sarah m'a dit que tu hésitais à déménager. Je comprends que le changement soit difficile, surtout à ton âge, mais tu dois être réaliste sur ta situation.
Quelle situation, Pierre? Ta situation financière. Écoute, je sais que c'est inconfortable d'en parler, mais on est une famille maintenant. J'ai fait quelques calculs à partir de ta retraite et de la petite pension de la caisse des artisans plombiers. Même avec un budget serré, tu en es à peut-être 1 100 € par mois de revenus. Il a sorti une chemise de sa mallette, étalant des papiers sur la table de la cuisine de Marguerite comme s'il présentait un dossier à un jury. La taxe foncière sur cette maison est de 200 € par an. Les charges, environ 200 € par mois. L'assurance, l'entretien, les réparations imprévues. Tu fais face à des dépenses qui dépassent largement tes revenus. C'est juste des maths, Stéphane. Je le regardais aligner ses calculs, sa voix prenant ce ton patient que les gens emploient pour expliquer des concepts simples à des enfants. Bon, si on vend la maison, après avoir réglé les dépenses restantes et liquidé la succession, tu devrais récupérer environ 45 000 €. Placé prudemment, ça pourrait compléter ton revenu mensuel d'environ 200 €. Avec ta retraite, tu aurais de quoi te payer un appartement modeste et les dépenses de base. Il s'est calé en arrière, satisfait de sa présentation. C'est pas glamour, mais c'est réaliste. Et Sarah et moi t'aiderions en cas d'urgence, bien sûr. Je regardais cet homme qui venait de passer 10 minutes à planifier ma vie sur la base de chiffres qui représentaient une fraction de ce que Marguerite m'avait réellement laissé. Il m'avait réduit à un cas social, sans jamais me demander ce que je pouvais vouloir ou ce dont j'avais besoin. C'est très complet, Pierre. Pierre, je crois qu'il faut être pragmatique. Marguerite était pareille, c'est pour ça qu'elle a pris les décisions financières qu'elle a prises. Elle savait que tu auras besoin d'être guidé pendant cette transition. L'ironie était sidérante. Marguerite avait pris des décisions financières, oui, des décisions financières brillantes qui me permettraient d'acheter et de revendre la vie entière de Pierre sans manquer une seule échéance. Il y a juste une chose, ai-je dit avec prudence. J'ai trouvé des papiers de Marguerite que je dois faire examiner par un conseiller financier, juste pour m'assurer que tout est en ordre. L'expression de Pierre s'est aiguisée. Quel genre de papiers? Des documents de placement? Des documents, des relevés bancaires? Je ne sais pas trop ce que c'est. Pour la première fois depuis qu'il était entré chez moi, Pierre a paru sincèrement intéressé. Des documents de placement? Marguerite n'a jamais parlé de placement à Sarah. Ils étaient dans ses papiers personnels. Probablement rien d'important, mais je veux comprendre. Je pourrais y jeter un œil, a proposé Pierre, tendant la main vers moi. Je gère tous nos comptes de placement. Je pourrais peut-être te les expliquer. Non, ça va. Je préfère qu'un professionnel les examine. Ah, la mâchoire de Pierre s'est légèrement crispée. Stéphane, si Marguerite avait des biens non déclarés, il ferait quand même partie de la succession. Sarah devrait être au courant pour les questions fiscales. Bien sûr, une fois que j'aurai compris de quoi il s'agit. Nous nous sommes regardés de part et d'autre de la table, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti la partie inférieure dans la conversation. Pierre a senti le changement, lui aussi, ses yeux se plissant, tandis qu'il tentait de lire mon expression. « Bon, a-t-il dit finalement en se levant et en rassemblant ses papiers, n'attends pas trop pour les faire examiner. Ces choses-là peuvent être urgentes. » Après son départ, je suis resté seul dans la cuisine de Marguerite à repenser à la conversation. L'intérêt immédiat de Pierre pour d'éventuels placements révélait quelque chose sur son caractère qui rendait soudain le secret de Marguerite parfaitement compréhensible. Elle n'avait pas seulement protégé notre argent des impôts ou des aléas du marché. Elle l'avait protégé des calculs avides de Pierre, de sa conviction qu'il avait le droit de gérer les décisions financières de tout le monde. Marguerite avait su exactement ce qu'elle faisait. Elle avait donné à Pierre et Sarah assez pour les contenter, tout en gardant le vrai trésor en sécurité pour la seule personne en qui elle avait entièrement confiance, moi. Le rendez-vous chez Maître Morin, le lendemain matin, a été comme entrer dans un autre monde. Cette fois, je n'étais pas le veuf brisé, serrant une enveloppe de main tremblante. J'étais un homme qui avait passé toute la nuit à lire des relevés financiers et qui comprenait enfin la femme brillante avec qui il avait été marié pendant 40 ans. La conseillère en gestion de patrimoine de Marguerite, Madame Éléonore Hervé, m'accompagnait au cabinet. C'était une femme au regard vif, la soixantaine, qui gérait les comptes de Marguerite depuis plus de 10 ans. Quand j'avais appelé son bureau la veille, son assistante avait immédiatement reconnu mon nom. « Monsieur Brunel, Madame Brunel parlait souvent de vous », m'avait-elle dit lors de notre rencontre.
Elle était incroyablement fière de votre éthique de travail et de votre intégrité. Elle disait que vous étiez l'homme le plus honnête qu'elle ait jamais connu. Assis de nouveau dans le bureau de Maître Morin, je me sentais différent. Les mêmes fauteuils de cuir, la même atmosphère stérile. Mais je n'étais plus l'homme humilié ici 3 jours plus tôt. Pierre et Sarah sont arrivés pile à l'heure. Pierre portait sa mallette habituelle et arborait cette expression suffisante qu'il prenait quand il se croyait la personne la plus intelligente de la pièce. Sarah avait l'air fatiguée, sans doute épuisée par l'excitation de Pierre à l'idée de bien cacher. « Stéphane, a dit Pierre en s'installant dans son fauteuil avec autorité, j'espère que tu as apporté ces documents de placement. Sarah et moi avons passé la moitié de la nuit à discuter des implications fiscales de biens non déclarés. » Maître Morin s'est éclairci la gorge. « En réalité, Monsieur Hoffman, j'ai demandé à Madame Hervé de se joindre à nous aujourd'hui. Elle était la conseillère en gestion de patrimoine de Madame Brunel et peut expliquer les dispositions financières mieux que moi. » Les sourcils de Pierre se sont haussés. Une conseillère en patrimoine? Né. Marguerite avait une conseillère? Madame Hervé a ouvert sa mallette avec l'efficacité nette de quelqu'un qui gérait des affaires financières complexes depuis des décennies. Madame Brunel était l'une de mes clientes les plus prospères. Elle a commencé à travailler avec notre cabinet en 1985 et a constitué un portefeuille remarquable au fil des ans. Un portefeuille, a fait Sarah, déconcertée. Maman n'a jamais parlé d'un portefeuille. Votre mère était très discrète sur ses activités de placement, a poursuivi Madame Hervé. Elle préférait gérer les questions financières discrètement, sans impliquer les membres de la famille dans les décisions du quotidien. Pierre s'est penché en avant, les yeux brillants. De quel ordre parle-t-on ici? Quelques milliers, 10 000. Madame Hervé a consulté ses notes. Le portefeuille de placement total de Madame Brunel est actuellement évalué à environ 3 fois 2 millions d'euros. Le silence dans la pièce était assourdissant. La bouche de Pierre s'est littéralement ouverte. Sarah a poussé un petit cri étouffé. Maître Morin n'a pas paru surpris, ce qui m'a dit qu'il était au courant depuis le début. 302 millions, a fait Pierre, la voix se brisant légèrement. C'est impossible. Marguerite était femme au foyer. Stéphane est plombier. D'où viendrait une somme pareille? Le ton de Madame Hervé est resté professionnel, mais j'ai perçu une légère pointe de désapprobation. Madame Brunel était une investisseuse exceptionnellement disciplinée. Elle a prélevé de petites sommes sur le budget du ménage, régulièrement, pendant près de 40 ans, et les a placées avec un talent remarquable. Elle se concentrait sur la croissance à long terme, le réinvestissement des dividendes et les intérêts composés. De petites sommes sur quel budget? A exigé Pierre. Stéphane gagnait à peine de quoi faire vivre une famille. C'est là que j'ai pris la parole d'une voix posée et claire. Je gagnais assez, Pierre. Marguerite l'a fait fructifier. Mais 3 millions d'euros? Sarah fixait Madame Hervé comme si elle parlait une langue étrangère. Comment est-ce possible? Madame Hervé a légèrement souri. Votre mère avait compris une chose que beaucoup de gens ignorent. La richesse n'est pas toujours une question de revenus. C'est ce qu'on fait de ses revenus, quels qu'ils soient. Monsieur Brunel a apporté une paix régulière pendant 40 ans. Madame Brunel l'a transformée en sécurité financière. Pierre griffonnait frénétiquement des notes. Bon, ça change considérablement la répartition de la succession. Sarah, en tant que bénéficiaire principale, tu vas devoir restructurer l'héritage. Rien que les implications fiscales. En réalité, l'a interrompu Maître Morin. Les comptes de placement ne font pas partie de la répartition successorale dont nous avons discuté hier. La tête de Pierre s'est redressée d'un coup. Comment ça? Les comptes et les contrats d'assurance vie ont des bénéficiaires désignés qui priment sur le testament. Madame Brunel a établi ces clauses bénéficiaires il y a des années. J'ai regardé le visage de Pierre à mesure que les implications s'enfonçaient en lui. Son expression assurée se fissurait, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il bénéficierait, a-t-il demandé, même si son ton suggérait qu'il devinait déjà la réponse. Madame Hervé a consulté ses papiers. Monsieur Stéphane Brunel est le seul bénéficiaire de tous les comptes de placement, des contrats d'assurance vie et des actifs associés. L'explosion a été immédiate. C'est ridicule. Pierre a bondi sur ses pieds. Stéphane ne comprend même pas les bases de la finance. Marguerite a dû commettre une erreur, ou être confuse, Monsieur Hoffman. La voix de Madame Hervé était glaciale.
Madame Brunel n'était ni confuse ni dans l'erreur. Elle a revu et confirmé ses désignations chaque année. Ses instructions étaient très précises. Sarah avait l'air abasourdi. « Papa, tu étais au courant ?» J'ai secoué la tête. J'ai trouvé des documents hier et j'ai appelé Madame Hervé pour m'aider à les comprendre. Tout cela est aussi nouveau pour moi. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Lire les lettres de Marguerite m'avait préparé à quelque chose de ce genre. Elle m'avait aimé, estimé, prévu pour moi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Pierre faisait maintenant les 100 pas, son cerveau d'avocat tournant à plein régime. Il doit y avoir un moyen de contester ça. Influence abusive, incapacité mentale, quelque chose. Sarah, ta mère t'a laissé la maison et les biens de base, mais ceci représente l'essentiel de la fortune réelle. La maison vaut environ 250 000 €, a noté Maître Morin. Avec son contenu et la maison de Normandie, l'héritage total prévu par le testament s'élève à environ 300 000 €, comparé à plus de 3 millions de placements, a dit Pierre avec amertume. Ça n'a aucun sens. C'est alors que Madame Hervé a sorti un autre document. En réalité, Madame Brunel a laissé des instructions précises pour cette situation. Elle avait anticipé qu'il pourrait y avoir des questions sur cette décision. Elle m'a tendu une enveloppe. J'ai reconnu l'écriture de Marguerite. Mon nom sur le devant, mais plus épaisse que le mot reçu la veille. Ceci doit être lu à voix haute si quelqu'un conteste les dispositions financières, a expliqué Madame Hervé. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main ferme. À l'intérieur, une lettre de l'écriture claire de Marguerite, manifestement rédigée récemment. À ma famille, ai-je commencé à lire. Si vous entendez cette lettre, c'est que quelqu'un a remis en question ma décision de laisser mon portefeuille de placement à Stéphane. Pierre s'est tortillé, mal à l'aise sur son siège. Laissez-moi être très clair sur mes raisons. Chaque euro de ces comptes provient du travail de Stéphane. Il m'a donné sa paie chaque vendredi pendant 40 ans, me faisant entièrement confiance pour gérer nos finances. Il n'a jamais remis en question, jamais exigé de compte, jamais douté de mes décisions. Sarah écoutait intensément, le visage mêlé de surprise et de compréhension grandissante. J'ai prélevé de petites sommes sur chaque paie et je les ai investies. Stéphane a gagné cet argent avec ses mains, sa sueur, son dévouement à pourvoir aux besoins de sa famille. Le fait que j'ai su le faire croître en quelque chose de substantiel ne change rien à son origine. J'ai marqué une pause, regardant Pierre, dont le visage rougissait à chaque phrase. Pierre a souvent fait des remarques sur le manque d'instruction formelle de Stéphane, comme si un diplôme déterminait la valeur d'une personne. Ce que Pierre ne comprend pas, c'est que Stéphane a quelque chose de plus précieux que les études. Il a du caractère, de la loyauté, et le genre d'intégrité constante qui bâtit une vraie richesse au fil du temps. Pierre fixait maintenant la table, incapable de croiser le regard de quiconque. « Sarah, tu as reçu la maison et les biens matériels parce qu'ils représentent notre foyer familial, l'endroit où tu as grandi. Cet héritage-là est une affaire de souvenirs et de mémoire. L'argent des placements, lui, est une affaire de sécurité et d'avenir, et il appartient à l'homme qui l'a rendu possible. » J'ai levé les yeux vers ma fille, qui avait larmes aux yeux. Stéphane n'a jamais demandé de reconnaissance ni de récompense. Il a fait des heures supplémentaires sans se plaindre, réparé les problèmes de tout le monde sans rien facturer, et m'a donné 40 ans de soutien indéfectible. Si quelqu'un a mérité le droit à la sécurité financière, c'est bien lui. La lettre se concluait avec le pragmatisme typique de Marguerite. « Pierre, si tu songes à contester ceci, souviens-toi que j'ai choisi une conseillère ayant 40 ans d'expérience en droit des successions. Tout a été structuré pour être juridiquement incassable. Épargne-toi les frais d'avocat. » Quand j'ai fini de lire, le bureau était complètement silencieux. Sarah pleurait doucement. Pierre avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Maître Morin prenait des notes avec un détachement professionnel. Madame Hervé a rassemblé ses papiers avec efficacité. Monsieur Brunel, si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour discuter de vos options de placement, je suis disponible demain matin. Au moment de partir, Sarah s'est approchée de moi avec hésitation. « Papa, je suis désolé, je n'ai jamais compris. » Je l'ai serrée dans mes bras, sentant la distance entre nous commencer à se réduire. « Ta mère disait toujours que c'était toi l'intelligente, Sarah. Maintenant tu sais que c'était elle la plus intelligente de nous tous. » Pierre est resté silencieux, fixant la fenêtre comme s'il n'arrivait pas tout à fait à assimiler ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien à dire.
En sortant de ce cabinet, j'ai senti la présence de Marguerite à mes côtés, son dernier cadeau de réhabilitation et de sécurité, nous réchauffant contre le froid d'octobre. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine à faire du café quand j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu Pierre sortir de sa BMW, ajustant sa cravate comme s'il se préparait à une réunion d'affaires. Je ne lui avais pas parlé depuis ce jour, dans le bureau de Maître Morin. Il avait l'air plus vieux, d'une certaine façon, son assurance arrogante remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Stéphane, j'espère que ça ne te dérange pas que je passe. » entre Pierre. Il s'est assis à la même table de cuisine où il avait jadis calculé mon modeste avenir financier. Mais cette fois, sa mallette est restée fermée. Ses yeux ne cessaient de balayer la pièce, cherchant probablement des signes de la façon dont je dépensais l'héritage de Marguerite. La vérité, c'est qu'il n'en verrait pas grand-chose. Je vivais toujours dans la même maison, conduisais la même camionnette, portais les mêmes vêtements de travail. L'argent de Marguerite n'avait pas tant changé ma routine quotidienne que ma tranquillité d'esprit. Tu as bonne mine, Stéphane. La retraite te réussit. J'ai versé un café sans lui demander s'il en voulait. Je vais bien, Pierre. Comment va Sarah? Elle va bien. Très bien même. Le bébé est prévu pour décembre. Cela m'a surpris. Sarah est enceinte? Elle ne me l'a pas dit. Pierre a remué, mal à l'aise. Elle voulait, mais les choses ont été compliquées depuis la lecture du testament. Elle ne savait pas comment aborder. Je comprenais. Sarah était prise entre l'embarras de son mari et son désir de reconstruire notre relation. L'argent avait exposé les lignes de fracture de notre famille, forçant chacun à affronter des vérités qu'on évitait depuis des années. Elle devrait m'appeler, ai-je dit simplement. J'aimerais faire partie de la vie de mon petit enfant. C'est justement pour ça que je suis là. Pierre s'est éclairci la gorge, ressemblant à un homme sur le point d'avaler sa fierté. Sarah a beaucoup de manques. Elle se sent affreusement mal de la distance qui s'est installée, surtout après qu'on a découvert pour ta situation financière. Il n'arrivait pas tout à fait à dire ta fortune ou les placements de Marguerite. Même maintenant, il minimisait. On se demandait si tu voudrais venir dîner ce dimanche. Sarah veut te montrer la chambre du bébé qu'on est en train d'aménager. J'ai étudié le visage de Pierre, cherchant l'angle, l'arrière-pensée, mais je n'ai vu qu'un homme rendu humble par la découverte qu'il n'était pas la personne la plus intelligente de la pièce. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Pierre a hoché la tête, le soulagement visible sur son visage. Bien, c'est vraiment bien. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable, buvant du café et évitant le sujet qui fâche. Finalement, Pierre a repris la parole. « Stéphane, je te dois des excuses. Ce que j'ai dit ce jour-là, que tu n'étais qu'un plombier, que tu ne méritais pas d'héritage, c'était mal. J'avais tort. J'appréciais les mots, mais ils n'étaient plus nécessaires. Les lettres de Marguerite avaient guéri cette blessure mieux que n'importe quelle excuse. J'ai passé toute ma vie à croire que la réussite, c'était les diplômes, les titres et les bureaux d'angle, a continué Pierre. Mais Marguerite voyait quelque chose qui m'échappait. Elle voyait la valeur du travail honnête, du dévouement, du fait d'être le genre de personne sur qui on peut compter. Il a marqué une pause, fixant sa tasse de café. J'y ai beaucoup réfléchi. À ce qui compte vraiment. Et qu'as-tu décidé? La stèle. Et qu'as-tu décidé? Pierre a levé les yeux, croisant mon regard pour la première fois depuis son arrivée. J'ai décidé que je voulais être le genre d'homme que tu es, Stéphane. Que tu es, Stéphane. Le genre dont Sarah peut être fière, celui que nos enfants pourront admirer. C'était ce qui ressemblait le plus à du respect sincère que je l'ai jamais entendu exprimer. Non à cause de l'argent de Marguerite, mais à cause de ce que cet argent représentait. 40 ans de caractère constant, de force tranquille, d'avoir bâti quelque chose de précieux par un dévouement quotidien. Après le départ de Pierre, j'ai parcouru la maison que Marguerite et moi avions partagée, songeant à tout ce qui avait changé et à tout ce qui était resté pareil. Les meubles étaient inchangés. Les photographies couvraient encore la cheminée. Ses lunettes de lecture étaient toujours posées sur la table de chevet, près de notre lit. Mais le poids de l'insécurité financière avait disparu. L'inquiétude des frais de santé, des réparations, de devenir un fardeau pour ma famille, tout cela s'était évaporé. Marguerite m'avait donné quelque chose de plus précieux que l'argent. Elle m'avait donné la dignité. J'avais utilisé une partie de l'héritage, mais pas pour quoi que ce soit de tape à l'œil. J'avais payé les études du fils du voisin quand ses parents n'avaient pas pu se le permettre.
J'avais réglé anonymement le reste à charge des frais médicaux de Madame Bernard au bout de la rue quand elle avait subi son opération du cœur. J'avais fait des dons aux pompiers volontaires et à la banque alimentaire. Mais surtout, j'avais simplement vécu sans peur. J'achetais du bon café au lieu de la marque distributeur. J'engageais quelqu'un pour nettoyer les gouttières au lieu de risquer une chute à mon âge. Je m'étais abonné au bouquet premium et je regardais tous les matchs de foot que je voulais. De petits luxes qui représentaient quelque chose de plus grand. La liberté de vivre sans constamment calculer le coût de tout. Ce soir-là, je lisais dans le fauteuil de Marguerite quand le téléphone a sonné. Le nom de Sarah est apparu à l'écran. « Salut, papa. Pierre a dit qu'il t'avait parlé aujourd'hui. C'est vrai. Félicitations pour le bébé, ma chérie. » Ah! Merci. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tout a été si bizarre depuis la mort de maman, et puis en découvrant pour l'argent. Je ne savais pas comment me comporter avec toi. Je comprenais sa confusion. L'argent change les relations, même quand on ne le veut pas. Les gens vous voient soudain différemment, vous traitent différemment, attendent autre chose de vous. Tu n'as pas besoin de te comporter d'une façon particulière avec moi, Sarah. Je reste ton père. Je sais, mais Pierre se sentait tellement bête pour les choses qu'il a dites. Et j'ai réalisé que moi aussi je te traitais comme une sorte de cas social. Mon Dieu, papa, je suis tellement désolé. Il n'y a rien à pardonner. Ta mère et moi avons choisi de ne pas parler de nos finances avec toi. Comment aurais-tu pu savoir? Mais j'aurais dû mieux te défendre quand Pierre parlait de résidence senior, de budgets et de tout ce ton condescendant. J'aurais dû prendre ta défense. La voix de Sarah était lourde de regret, et j'ai senti la dernière barrière entre nous s'effondrer. Ta mère m'a défendu, ma chérie, chaque jour pendant 40 ans, d'une manière que je découvre encore. C'est suffisant. Nous avons parlé encore 1 heure du bébé et des prénoms qu'ils envisageaient, de la façon dont elle voulait élever ses enfants avec les valeurs que Marguerite lui avait transmises. Quand nous avons enfin raccroché, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma fille. Plus tard, cette nuit-là, je me suis assis sous le porche arrière avec un verre de vin, regardant les étoiles apparaître dans le ciel clair d'octobre. Marguerite avait toujours adoré ce moment de la soirée, quand le travail de la journée était fini et que le monde se faisait silencieux. J'ai pensé aux excuses de Pierre, aux larmes de Sarah, à la réconciliation que le dernier cadeau de Marguerite avait rendu possible. Elle avait su exactement ce qu'elle faisait, pas seulement avec les placements, mais avec la façon dont elle avait orchestré la révélation. En m'écartant du testament officiel, elle avait forcé Pierre à montrer son vrai visage. Son mépris immédiat pour ma valeur, son jugement cruel sur mes capacités avait été exposé au grand jour. Et puis, quand la vérité avait éclaté, ses paroles s'étaient révélées pour les préjugés superficiels qu'elles étaient vraiment. Marguerite avait orchestré ma réhabilitation aussi soigneusement qu'elle avait géré nos placements. Elle m'avait offert la justice en même temps que la sécurité, la dignité en même temps que la richesse. Une brise fraîche a fait bruisser le chêne que nous avions planté ensemble pour notre 5e anniversaire. Ses feuilles viraient à l'or, se préparant pour l'hiver, mais les racines étaient profondes et solides, comme l'avait été notre mariage, comme la fondation que Marguerite avait bâtie pour mon avenir. J'ai levé mon verre de vin vers les étoiles, vers l'endroit d'où Marguerite pouvait peut-être me regarder. Merci, et je murmurai à l'air de la nuit, pour tout. Le vent a semblé me renvoyer sa voix,